Gadel 24 News, il est 19h, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres de l'actualité. À la une ce soir, face aux multiples violations répétées de l'espace aérien algérien par l'État du Mali, le gouvernement algérien décide la fermeture de son espace aérien en provenance ou à destination de ce pays à partir de ce lundi. L'Algérie qui a d'ailleurs exprimé sa grande consternation concernant le communiqué rendu public par le gouvernement malien de la transition ainsi que celui émanant du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Alger décide de rappeler ses ambassadeurs au Mali et au Niger pour consultation et diffère la prise de fonction de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso. À Raza, le nombre de martyrs grimpe en flèche. Le bilan s'est alourdi ce lundi à 50 752 martyrs et 115 475 blessés, dont 57 morts ces dernières 24 heures. Et enfin, le système de santé dans l'enclave palestinienne est au bord de l'effondrement, alors que les attaques sionistes et le blocus des aides ont des effets dévastateurs sur les hôpitaux. Bonsoir à toutes et à tous, on ouvre le dossier de ce soir avec cette crise qui frappe Alger et Bamako. En raison des multiples violations répétées de l'espace aérien algérien par l'État du Mali, le gouvernement algérien a décidé, selon un communiqué du ministère national de la Défense, de fermer le trafic aérien en provenance ou à destination du Mali, et ce à partir de ce lundi 7 avril 2025. L'Algérie qui a exprimé ce lundi sa grande consternation concernant le communiqué rendu public par le gouvernement malien de la transition, ainsi que celui émanant du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Par son communiqué, le gouvernement de la transition au Mali porte de graves accusations contre l'Algérie, en dépit de leur gravité. Toutes ces allégations mensongères ne dissimulent, je cite, que très imparfaitement la recherche d'exutoires et de dérivatifs à l'échec manifeste de ce qui demeure un projet putschiste qui a enfermé le Mali dans une spirale d'insécurité, d'instabilité, de désolation et de dénuement. Le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères précise également que le gouvernement algérien regrette profondément l'alignement inconsidéré du Niger et du Burkina Faso sur les thèses fallacieuses présentées par le Mali, regrettant par ailleurs, je cite, le langage outrancier et injustifié tenu à l'égard de l'Algérie, un langage qu'il condamne et rejette avec une extrême fermeté. Suite à cette attaque, le gouvernement algérien regrette d'avoir à appliquer la réciprocité et à procéder au rappel pour consultation de ses ambassadeurs au Mali et au Niger et à différer la prise de fonction de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso. Et pour analyser ce sujet, nous avons avec nous en direct de Paris Bedis Nissa, expert en relations internationales. Bonsoir. Alors Bedis Nissa, si on commence par le dernier rebondissement dans ce dossier, l'Algérie qui annonce la fermeture de son espace aérien en provenance ou à destination de l'État du Mali, et ce à partir d'aujourd'hui 7 avril, l'une des raisons, parmi tant d'autres invoquées, des violations répétées par l'État du Mali de notre espace aérien. Tout à fait. D'ailleurs, nous l'apprenons dans ce communiqué qu'effectivement, ce n'est pas la première fois, c'est plus précisément la troisième fois que l'espace aérien algérien est violé, avec des incursions donc qui caractérisent cet acte d'hostilité et non pas un acte d'erreur, notamment militaire. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a une volonté délibérée de la junte militaire et des putschistes maliens à vouloir effectivement porter atteinte d'une manière ou d'une autre à la souveraineté d'abord et la stabilité de l'Algérie. Et c'est les conséquences, notamment, de ces déclarations d'abord désinvoltes, frivoles, irresponsables, mais surtout irrespectueuses, à travers ces allégations diffamatoires, fallacieuses, mais surtout pernicieuses et sournoises, comme pour en fait mettre sur le banc des accusés l'Algérie qui est finalement plutôt l'allié de la stabilité et de la paix dans la région et même dans le monde, de l'aveu même des grandes puissances, puisqu'elle est consultée,
elle coopère avec les grandes puissances, effectivement, pour maintenir la stabilité dans la région et dans le Sahel, que je rappelle, l'épicentre du terrorisme s'est déplacé depuis quelques années, d'ailleurs, plus particulièrement depuis l'instabilité dans ces pays du Sahel, provoquée par notamment les putschs de ces mêmes colonels qui sont d'ailleurs autoproclamés généraux. Donc je pense que il y a lieu de s'interroger sur d'abord le timing, s'interroger aussi sur ces actes, notamment répétitions comme on l'a appris dans le communiqué, dans lequel, avec le Mali, avec lequel nous partageons plus de 1300 kilomètres, je rappelle. Donc ce n'est pas une mince affaire, mais ceci étant, les forces armées algériennes ont su, au moment opportun, au moment voulu, mettre un terme à ce type d'agissement, encore une fois, qui n'honore pas le Mali, le peuple frère, le Mali, les autorités maliennes avec laquelle nous nouons en fait une histoire lors de la Révolution, mais aussi par rapport à ce prolongement de l'Algérie, prolongement africain, qui est justement dans les règles du bon voisinage et de l'intérêt commun. Et je rappelle enfin, si vous me permettez, Nalimen, c'est que je reviens sur les déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en 2023, lors d'une interview à une chaîne arabe, où il avait évoqué effectivement que l'instabilité, du moins la première victime de l'instabilité du Mali, c'est l'Algérie. C'est pour vous dire qu'effectivement, nous avons un destin commun et un avenir lié. Donc, et c'est pourquoi l'Algérie s'attelle et est force de proposition. Je reviens sur les accords d'Alger de 2015, d'ailleurs, au passage dans lesquels, effectivement, les putschistes maliens se sont retirés en janvier 2024. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'ils accusent l'Algérie de soutenir le terrorisme, puisque lors de ce retrait, ils ont qualifié effectivement l'Algérie d'un soutien de séparatistes et notamment de groupes terroristes. Justement, Badis Nissa, si vous permettez, l'autre point qui était important dans ce communiqué de la diplomatie algérienne, c'est celui de l'alignement regretté par Alger, du Niger et du Burkina Faso, qui ont tout de même accusé l'Algérie, je cite, de promouvoir le terrorisme. Quel est selon vous l'objectif de cette prise de position ? Non, il faut revenir encore une fois à la genèse. J'évoque quelques jalons pour justement illustrer mes propos. Quand on voit que effectivement, à l'issue du putsch, d'ailleurs, qu'il soit notamment au Mali et au Burkina Faso et également au Niger, nous avons constaté pas mal de cataclysmes, notamment en matière de coopération. Ce n'est pas l'Algérie qui est à l'origine justement de l'instabilité aujourd'hui, de ce déplacement de l'épicentre du terrorisme dans la région. Je rappelle encore une fois quelques jalons, quelques épisodes regrettable, notamment le retrait du G5 Sahel du Mali, le retrait effectivement de l'accord d'Alger qui était une force de proposition très pragmatique, une feuille de route qui permettait effectivement d'apporter une stabilité et un développement surtout pour endiguer le terrorisme, puisque l'Algérie croit au développement et non pas en fait aux interventions militaires. L'Algérie aussi, entre parenthèses, rappelons-le, en octobre 2021, qui avait fermé son espace aérien pour éviter des opérations militaires notamment française, contre le Mali. Donc vous voyez bien que c'est un vecteur de stabilité et de paix plutôt de terrorisme. Et puis, d'autres épisodes aussi, Naliman, qui sont très importants à mon sens. Le retrait des forces du G5 Sahel, bien évidemment, en 2022. Vous avez aussi, c'est le Mali qui a expulsé les forces européennes, notamment de Takuba, en 2022. Vous avez aussi le même Mali, les putschistes en tout cas, je fais bien le distinguo, qui ont expulsé la MINUSMA, qui est cette force onusienne, notamment des casques bleus, installé lors de la résolution 2100, pareil qui a coûté plus de 311 morts, notamment entre 2013 et 2023, pour effectivement contribuer à la stabilité du Mali. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de fuite en avant de ces putschistes pour essayer d'occulter, d'altérer notamment leur échec. Surtout qu'on sait que le président algérien Abdelmadjid Tebboune Badis Nissa, lors de sa rencontre avec les journalistes algériens, avait parlé de l'AES, disant que c'était une entité qui existe et que l'Algérie devait par conséquent travailler avec. Absolument. Écoutez, l'Algérie est respectueuse d'abord du bon voisinage entre les États, mais surtout aussi elle est respectueuse du droit international et de la volonté de la souveraineté des peuples dans leurs choix. Du moment que ces choix défendent l'intérêt commun, défendent la stabilité régionale et défendent la stabilité continentale. Cela va de soi. Donc c'est pour ça que l'Algérie est disposée, comme elle l'a fait depuis des décades, à vouloir travailler ensemble avec les autorités quelconques, en l'occurrence maliennes, puisque dès 2015, effectivement, avec les accords d'Alger, ça a été effectivement une feuille de route pragmatique et surtout faisable sur le terrain.
Donc là, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'ailleurs, l'a évoqué, c'est-à-dire que la stabilité du Mali relève de la question aussi de la stabilité du continent africain. Il est important de le soulever. En revanche, quand vous avez effectivement une feuille de route pernicieuse, notamment et sournoise de la part de certaines forces qui essayent de s'immiscer, qui essayent de créer une certaine instabilité, notamment géopolitique d'abord, et géosécuritaire par la suite, en accusant, en diffamant l'Algérie de ce qu'elle ne l'est pas et plutôt de ce qu'elle est à l'opposé, cela relève encore une fois, nous impose à nous interroger. Mais juste peut-être pour conclure, si vous permettez, hasard du calendrier, effectivement, ou peut-être un simple oui, ça je coïncide dirais, avec la visite du ministre français des Affaires étrangères. tout à fait. Simple coïncidence au hasard du calendrier. Vous avez déjà cet épisode, puisqu'il y a un réchauffement qui se dessine avec la France, mais encore une fois, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères français d'État à État. Donc, nous ne sommes pas dans une espèce de rapport, je dirais, de faiblesse, plutôt le contraire. Mais il y a aussi à cela s'ajoute un autre épisode aussi, il faut le rappeler, c'est que vous avez, il y a quelques jours, notamment au centre de formation de Ben Glir au Maroc, il y a eu ce choix surprenant d'ailleurs des autorités, ou du moins des putschistes maliens, à vouloir, je cite, monter et optimiser leurs capacités militaires, notamment en choisissant le Maroc comme partenaire militaire. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement plusieurs questions, plusieurs zones d'ombre, plusieurs zones grises notamment se posent aujourd'hui dans cette équation. Et toujours est-il l'Algérie a la ferme intention d'abord de défendre son image. Sa crédibilité, elle n'en a pas besoin, puisqu'encore une fois, cela va de soi et ça coule de source qu'elle est connue, reconnue pour être un acteur et un pays pivot dans la région. Oui. En revanche, elle se donne le droit aujourd'hui à travers la fermeture de l'espace aérien, mais pas que, c'est-à-dire l'effet de réciprocité en matière de gestion diplomatique, comme pour dire effectivement qu'il faut revenir à la raison, qu'il faut revenir à la table des dialogues, il faut revenir aussi au respect des peuples respectifs, notamment à savoir le peuple malien, qui est la première victime, notamment de cette junte militaire qui a choisi la roulette russe, notamment pour mettre en péril la stabilité, mais surtout aussi la sécurité du peuple malien, mais aussi de toute la région et de tout le continent africain. Dernière question, s'il vous plaît, Bédis Renissa, brièvement. Donc, après la rupture des accords d'Alger de 2015 par Bamako et les récents développements qui ont eu lieu aujourd'hui, comment est-ce que la situation va évoluer, selon vous, dans les jours à venir? Non, encore une fois, il y a plusieurs jalons qui démontrent, en tout cas, quelques indicateurs qui démontrent qu'effectivement, on le regrette d'ailleurs qu'il y ait un espèce de principe de suiveur, notamment du Niger et du Burkina Faso. Mais toujours est-il, le Mali, il me semble, depuis quelques années, encore une fois, c'est pas la première fois qu'il accuse l'Algérie de soutien au terrorisme, alors qu'elle ne l'est pas du tout, bien au contraire, elle l'aide pour pouvoir justement sortir de ce fléau. Donc, il me semble qu'il viendra le temps du dialogue, viendra le temps effectivement de revenir un peu à la sagesse et à la raison. En tout cas, l'Algérie a su aujourd'hui clamer haut et fort, avec fermeté notamment, cette position qui est une position, encore une fois, irrespectueuse, irresponsable, à laquelle le Mali va devoir rapidement, je dis bien rapidement, puisqu'il en va aussi de sa propre sécurité. Et j'ai évoqué tout à l'heure tous les retraits, les expulsions notamment des forces qui pouvaient aider le Mali à pouvoir surpasser ces défis et ce fléau de terrorisme. Il s'avère qu'aujourd'hui, encore une fois, le Mali est confronté à un défi non seulement sécuritaire, mais un défi aussi de politique et géopolitique, puisqu'il en va aussi de la stabilité politique du Mali pour pouvoir permettre le développement économique, le développement social aussi du peuple malien et donc de toute la région. Merci beaucoup, Bédis Renissa, pour votre analyse. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On ouvre le dossier palestinien. Les images qui nous parviennent de Gaza sont plus violentes que jamais. Ce lundi, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés lorsque des avions de guerre sionistes ont pris pour cible un rassemblement de civils dans le gouvernorat de Gaza et une maison à Jabalia au nord de la bande. L'agence de presse palestinienne Wafa rapporte que des bombardements sionistes ont ciblé le quartier de Zaytoun, dans le sud de la ville, tuant 3 personnes. 2 martyrs sont également à déplorer suite à un bombardement d'artillerie sur Jabal el-Balad, au nord de l'enclave palestinienne.
Les agressions sionistes se sont également intensifiées au centre de l'enclave. 2 civils palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été grièvement blessés lorsque des drones ont bombardé une maison à Deir el-Balah, tandis que le camp de réfugiés d'El Bouraïj, toujours dans le centre de Gaza, a été le théâtre de tirs intenses. Après les dégâts que nous avons constatés, nous n'avons plus d'espoir qu'en Dieu. Que ferait Trump pour Netanyahou? Il lui dirait de détruire davantage. Cet homme est mentalement malade, il se nourrit de sang, il boit du sang comme si c'était de l'eau. Je suis fermement convaincu que Netanyahou recevra des ordres du Trump pour intensifier les frappes contre nous et mettre en œuvre le plan. Mais nous leur disons, vous ne pourrez pas réaliser ce plan de déplacement. Ne nous quitterons pas nos maisons. Nos maisons ont été touchées, alors nous sommes venus ici en tant que déplacés et ils nous ont aussi frappés ici. Où allons-nous? Où allons-nous? S'il n'y a pas de sécurité ici dans nos maisons, il n'y a pas de sécurité où que nous allions. Il n'y a pas de sécurité. Où pouvons-nous aller? Dites-nous, où allons-nous? Où? Les journalistes de Gaza, une nouvelle fois ciblés par les forces d'occupation, ces images ont fait le tour du monde. Âmes sensibles s'abstenir. Le journaliste Halmi Al-Fiqaoui est tombé en martyr, brûlé vif, tandis que 9 autres ont été grièvement blessés lorsque les forces d'occupation ont ciblé hier soir la tente des journalistes près de l'hôpital Nasr à Khan Younes. Les flammes ont envahi la structure, brûlant tous ceux qui étaient restés piégés dedans. Vers 3 heures du matin, nous avons été réveillés par une explosion près de chez nous. Nous sommes tous sortis de nos tentes et avons vu la tente de nos collègues journalistes être ciblée. Nous continuerons à transmettre le message et à faire connaître la vérité au monde entier. C'est notre devoir humanitaire. Le club des prisonniers palestiniens déplore la mort du détenu Taysir Sababa de Beit Lahia au nord de la bande de Gaza, tombé en martyr dans les prisons sionistes, citant la fille du martyr qui a rendu hommage à son père dans un post sur les réseaux sociaux, confirmant bel et bien la mort de ce dernier sous la torture. Le bilan des victimes du génocide sioniste sur Gaza augmente chaque jour. Il s'est alourdi ce lundi à 50 752 martyrs et 115 475 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 57 martyrs et 137 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, dont des femmes et des enfants. À noter que de nombreux corps se trouvent toujours sous les décombres. Le ministère palestinien de la Santé a également confirmé la mort de 505 enfants depuis la violation par l'entité sioniste de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza le 18 mars dernier, ajoutant dans un communiqué que 271 femmes sont aussi tombées en martyrs au cours de la même période, soulignant que le pourcentage de femmes et d'enfants décédés représentait 57,5% du nombre total de victimes de la nouvelle guerre de génocide. Privées d'eau, d'aides alimentaires et médicales, 90% des femmes enceintes et allaitantes dans la bande de Gaza souffrent de malnutrition sévère selon l'Organisation mondiale de la santé. La porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, a indiqué dans des déclarations faites à la presse que la santé maternelle et infantile à Gaza avait connu une forte détérioration, ajoutant que l'occupation sioniste a détruit ce qui restait des centres de santé après avoir violé la trêve de 2 mois. Vous l'aurez compris, le système de santé dans l'enclave palestinienne est au bord de l'effondrement. Les attaques sionistes ont des effets dévastateurs sur les hôpitaux qui ont pratiquement tous été rendus hors service. L'hôpital El Ahli est d'ailleurs devenu le principal centre d'accueil pour des centaines de blessés palestiniens. Madame Zinzi.
La situation est plus que catastrophique. Les hôpitaux de Gaza se dégradent de plus en plus. L'hôpital Baptiste El Ahli à Gaza est saturé. Chaque recoin de l'établissement est débordé. Le personnel médical de l'hôpital est incapable de faire face au nombre croissant de patients affluents suite aux frappes sionistes quotidiennes. Chaque frappe aérienne sur des immeubles de grande hauteur ou des zones résidentielles fait des centaines de victimes. Aucun hôpital de Gaza ne peut gérer un tel nombre de blessés. Au cœur du génocide sioniste en cours, non seulement les patients sont traumatisés, mais aussi les personnes atteintes de maladies chroniques n'ont pas accès aux soins médicaux de base. Le personnel médical alerte sur les pertes humaines, non seulement à cause des bombes, mais aussi à cause du manque de soins essentiels. Mon frère est ici depuis 20 jours. Il a besoin d'une opération de la colonne vertébrale, mais rien en perspective. Il souffre constamment car les analgésiques ne font plus effet. Alors que le nombre de blessés continue d'augmenter, les hôpitaux de Gaza manquent cruellement de médicaments et de fournitures essentielles, sans moyen de réapprovisionner leurs stocks. Les responsables de la santé affirment que la capacité à traiter même les cas les plus urgents s'amenuise. Le nombre élevé de blessés a entraîné une consommation massive de médicaments et de fournitures. Avec la fermeture des postes frontières, nous ne pouvons pas reconstituer les stocks et cette grave pénurie nous empêche de soigner correctement les patients et les blessés. Le Comité international de la Croix-Rouge a lancé une alerte sévère sur la crise sanitaire à Gaza, affirmant que la suspension de l'aide humanitaire a entraîné une pénurie dramatique de fournitures médicales. On poursuit ce journal avec les récents développements dans le conflit en Ukraine. Le ministère russe de la Défense a indiqué que son armée avait frappé dimanche une base d'artillerie ukrainienne et une usine de drones avec des munitions à guidage de précision et des véhicules aériens sans pilote. Négociation sur un potentiel accord de trêve. Le président russe Vladimir Poutine soutient toujours l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine, mais la Russie n'a pas encore reçu de réponse aux questions clés qu'elle se pose sur une trêve proposée par l'administration du président américain Donald Trump. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. On l'écoute. Le président Poutine soutient l'idée d'un cessez-le-feu. Mais avant cela, plusieurs questions restent en suspens. Personne n'y a encore répondu, qu'il s'agisse de l'irresponsabilité du régime de Kiev ou de son incapacité à contrôler les actions de l'ensemble des unités extrémistes et nationalistes qui n'obéissent tout simplement pas à Kiev. Nous sommes d'accord avec l'idée d'un cessez-le-feu immédiat, mais en même temps, nous devons garantir nos intérêts et clarifier tous les aspects que nous venons de mentionner. Guerre commerciale, l'Union européenne reste prête à négocier avec l'administration américaine sur les droits de douane drastiques annoncés la semaine dernière par le président Donald Trump. C'est ce qu'a réaffirmé ce lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ajoutant que Bruxelles était également prête à prendre des contre-mesures. But we are also prepared to respond through countermeasures and defend. These tariffs come first. Ces droits de douane représentent avant tout un coût considérable pour les consommateurs et les entreprises américains, mais ils ont également un impact considérable sur l'économie mondiale. Les pays en développement sont particulièrement touchés. Il s'agit d'un tournant majeur pour les États-Unis. Néanmoins, nous sommes prêts à négocier avec eux. Nous avons d'ailleurs proposé des droits de douane nuls pour les produits industriels, comme nous l'avons fait avec succès avec de nombreux autres partenaires commerciaux, car l'Europe est toujours prête à conclure un bon accord et nous maintenons donc ce point sur la table.
Et voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi 19h.